Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Politique. Politique qui s'intéressera ce soir au sommet du groupe des non-alignés, réuni hier à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. Le sommet a axé ses travaux sur la nécessité de se repositionner et surtout d'insuffler une nouvelle dynamique en tant que pays qui ne veulent pas s'aligner avec un parti bien déterminé. Nous sommes bien loin de la première version des non-alignés, née d'un contexte d'après-guerre sur fond de guerre froide entre les blocs Est et Ouest, mais aussi des mouvements de décolonisation qui ont touché plusieurs continents, notamment en Afrique, en Amérique et en Asie. Alors, 2 continents ou 3 continents qui ont souffert des tiraillements de tout genre, et dont les non-alignements étaient pour eux une sorte de résistance ou une forme de résistance et d'affirmation de soi. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Gamal Abina. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal, vous êtes expert en questions internationales. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Merci. Et nous accueillons également, toujours par Skype et depuis Paris, Badis Khnissa. Vous êtes président du think tank Émergence et spécialiste des questions internationales. Badis, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, il faut dire que les non-alignés est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui. Quel rôle le groupe des non-alignés aujourd'hui et dans la conjoncture actuelle telle qu'elle se pose peut jouer? Monsieur Gamal Abina. Simplement, comme vous le dites, les non-alignés, c'est 55, c'est la fameuse conférence de Bandung avec Nasser, Tito et Nehru. Donc c'est une conférence qui était destinée à sortir de ce clivage du bloc Est-Ouest, donc le bloc soviétique d'un côté et le monde occidental emmené par les États-Unis de l'autre. Et ils avaient décidé effectivement de ne pas être le théâtre d'opération de ces 2 blocs par rapport à une guerre froide qui devait démarrer et qui devait durer très longtemps. Donc ce mouvement est né sur la base d'une rupture avec cette idéologie bipolaire, et parallèlement à ça aussi, ce mouvement est né de l'espoir que le tiers-monde puisse se défendre évidemment de la colonisation, du néocolonialisme, de la ségrégation, du racisme, bref, de tout ce qui constituait l'essentiel de l'idéologie occidentale lorsqu'elle a dominé le monde pendant à peu près 4 siècles. Aujourd'hui, évidemment, cet espoir revient puisqu'il y a à nouveau un conflit Est-Ouest qui est en devenir et qui est déjà existant par rapport à la question ukrainienne, une fracturation du monde, et on se rend bien compte que les blocs en question, ces fameux non-alignés qui représentent quand même 55% de la population de la planète, 120 pays, arrivent à point nommé pour pouvoir redonner une nouvelle lecture, peut-être un nouvel espoir d'une multipolarité, et non pas une bipolarité. Oui, alors Badis Khnissa, le sommet d'hier qui s'est déroulé à Bakou a vu la présence de plusieurs chefs d'État d'Asie, d'Amérique, mais également d'Afrique. C'est un peu une nouvelle vision, une nouvelle version qui s'est imposée à nous, ou ceux qui ont en tous les cas suivi justement ce sommet aujourd'hui. Alors, est-ce que cette nouvelle vision qui s'éloigne un petit peu des mouvements de décolonisation, qui s'éloigne un petit peu de cette guerre froide des 2 blocs, et de ce refus de certains pays de s'aligner et qui finalement a fini pour certains pays par un alignement aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la nouvelle vision qui s'offre aujourd'hui dans ce contexte actuel ? Écoutez, tout d'abord, il faudra rappeler le contexte dans lequel cette conférence se tient aujourd'hui, dans un contexte assez particulier. Effectivement, dans un contexte conjoncturel, que l'on l'a souligné, aussi un contexte géopolitique, ou je dirais même un cataclysme géopolitique, avec l'émergence de ce nouvel ordre mondial bilatéral, multilatéral. On le saura davantage plus tard, mais effectivement, c'est un système mondial qui se cherche, dans lequel on a déconstruit effectivement peut-être les paradigmes anciens pour redonner naissance peut-être à un prisme de lecture, mais surtout un levier d'action beaucoup plus novateur, beaucoup plus adapté, puisqu'il est question aussi aujourd'hui d'adapter ou de corriger une trajectoire, de corriger même la matrice elle-même de ce mouvement, puisque, rappelons-le aussi, et non des moindres, un petit détail, c'est le plus grand rassemblement, je dirais le 2e rassemblement d'États au monde après les Nations Unies, à savoir 120 pays. Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, je serais tenté de vous dire même que l'histoire parfois se répète, puisque aujourd'hui nous sommes en train de vivre quelque part ce que j'ai qualifié de guerre tiède. C'est ce front Est contre Ouest, à travers la crise ukrainienne, à travers effectivement cette coalition, qui s'est créée dans le continuum de ces tensions à répétition.
dans lequel peut-être ce levier permettrait, comme il fut un temps à la fondation de ce mouvement, pourquoi pas initier une impulsion nouvelle, une dynamique, comme j'ai expliqué, avec une réflexion beaucoup plus collective, beaucoup plus altruiste et surtout qui mettrait les enjeux et les défis nouveaux, encore une fois, les mutations de ce monde au cœur du plan d'action, au cœur de la réflexion. Et qui de mieux peut-être que l'Algérie, qui d'ailleurs, peut-être on en parlera plus tard, a été ce levier de conscientisation de ce mouvement à travers le discours tenu par le Premier ministre et le discours du président de la République. Donc voilà, cela, bien évidemment, est en adéquation avec effectivement les dangers qui guettent aujourd'hui, à savoir ces crises multidimensionnelles, ces crises aussi latentes parfois, qui aujourd'hui devraient être un peu le cœur du sujet, en tout cas du débat au sein de ce mouvement. Après, vous parliez justement de peut-être la genèse de ce mouvement. Rappelons aussi que l'Algérie, dans cette équation, le mouvement des non-alignés, est un segment, je dirais, indissociable de son capital historique, voire même il s'inscrit d'une manière intrinsèque dans son ADN. C'est vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, il est question, et je me réjouis de voir le titre de votre thématique, c'est peut-être une conférence, en tout cas une nouvelle dynamique qui devrait être sur le thème absolu, celui de la renaissance, celui de peut-être aussi la relance multisectorielle, multidimensionnelle, avec une réflexion, encore une fois, pragmatique et une réflexion collective. Alors, le sommet d'hier, le sommet de Bakou, justement, on est loin de celui de Bandung, n'est-ce pas? On est d'ailleurs très loin. Est-ce que le sommet de Bakou aujourd'hui offre une nouvelle vision de ce groupe de non-alignés? Je ne dirais pas une nouvelle vision, mais en tous les cas, une nouvelle optique pour remettre le groupe des non-alignés au goût du jour. Et le goût du jour, c'est un petit peu aussi le conflit en Ukraine, Gamal Abina. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, les non-alignés ne sont pas morts avec la chute du mur de Berlin. Ils se sont largement, évidemment, un petit peu étiolés, puisqu'on a eu le sentiment que le monde devenait totalement occidental, totalement ultralibéral ou libéral. Mais très rapidement, il s'est avéré que des acteurs importants de ces mouvements non-alignés, comme évidemment l'Iran et puis le Venezuela, donc par Chavez et puis par Ahmadinejad, ont essayé de relancer au début des années 2000 cette dynamique de non-alignement. Parce qu'évidemment, ces pays-là, du Sud, comme toujours, il faut bien se rappeler que les pays non-alignés sont essentiellement des pays du Sud, ont du mal à appréhender le nouveau monde dans lequel ils vivaient. Un monde évidemment ultra-libéral, mais surtout un monde unilatéral où les Américains faisaient la guerre où ils voulaient, quand ils voulaient, surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Et puis là, avec l'arrivée de cette crise ukrainienne, là, il y a un changement de paradigme qui s'est opéré de façon violente. On revient sur un peu le schéma de pensée des guerres froides, mais avec quelques nuances tout de même. Parce qu'on se rend bien compte qu'en 92, par exemple, la Chine rejoint les membres, non pas en tant qu'acteurs directs, mais en tant que membres observateurs. Et en 2021, l'année dernière, donc il y a 2 ans pour être précis, eh bien c'est la Russie qui l'a rejoint. Donc la Russie qui était censée représenter le bloc de l'Est. Donc il y a vraiment quelques changements, quelques lignes qui ont bougé, et on se rend bien compte que les alignés sont de plus en plus, entre guillemets, penchent plutôt à l'Est. Mais il est certain qu'avec la réunion de Bakou de M. Aliyev, eh bien, la dynamique de relance de cette perspective de se dire que nous avons aujourd'hui voix à la parole, puisque les pays non-alignés ne sont pas les pauvres de 55 de Bandung. Ce sont des pays souvent développés, avec l'Inde par exemple, avec la Chine bien sûr, mais surtout des pays comme l'Iran qui a accédé à l'industrie et pas mal de pays comme l'Algérie qui dynamisent beaucoup la relation diplomatique. Ces pays ont décidé de dire qu'ils vont faire entendre leur voix, qu'ils seront singuliers. C'est-à-dire qu'ils ne marcheront pas dans ce piège à nouveau tendu de dire qui n'est pas avec nous et contre nous. Ça, c'est le discours américain de George Bush en parlant de l'axe du mal. Là, effectivement, cette relance de cette perspective est une relance qui donne beaucoup d'espoir parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pays qui sont représentés, puis surtout parce que le monde s'y prête. Il faut absolument que ces pays se singularisent, qu'ils montrent une autre voie, qu'ils montrent la voie de leurs propres intérêts, parce que, comme ça a été dit, 120 pays tout de même, ça représente beaucoup sur 180 pays, et c'est quasiment les 2/3 de l'humanité. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, mais cette relance-là, elle n'est pas anodine. Elle est redynamisée, accompagnée de grandes puissances aujourd'hui, et je pense que le terme de cette réunion de Bakou, en Azerbaïdjan, sera simplement de parler évidemment des multicrises qui arrivent, mais surtout la crise ukrainienne et du rapport nouveau qui est en train de se dessiner entre l'Est et l'Ouest.
Alors, on sait très bien que certains pays qui sortaient à l'époque, dans les années 50, de la décolonisation ou de la colonisation, comme l'Inde, comme l'Algérie, comme le Pakistan, comme le Vietnam, par exemple, c'était le premier souci, c'était de ne pas se positionner. Mais par la suite, on a vu qu'il fallait faire des positionnements. Alors, Badisred Nissa, est-ce que le fait de parler de non-alignement, cela signifie tout simplement de ne pas prendre ou de ne pas participer au débat mondial, qui est un impératif ? Et pas du tout, justement, parce que je pense que là aussi réside une question fondamentale qui est celle de la pédagogie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut inscrire effectivement, je dirais, l'orientation ou le concept, ou même, je dirais, le leitmotiv de ce mouvement qui est celui de la neutralité absolue. La neutralité ne veut pas dire le parti pris. La neutralité signifie effectivement la préconisation ou privilégier la paix, privilégier le débat, privilégier le dialogue, privilégier aussi la médiatisation, et notamment aujourd'hui avec le conflit que nous sommes en train de vivre, qui a quand même des conséquences assez importantes et qui peut-être permettrait effectivement d'avoir une espèce de médiation intelligente, médiation pragmatique, mais surtout une médiation objective qui est en adéquation avec les conséquences et les défis. Ce mouvement, effectivement, gagnerait aujourd'hui, encore une fois, à avoir ce travail de fond, c'est celui d'inscrire aussi, pourquoi pas, les doléances et les attentes de ce mouvement au sein même de l'agenda onusien, puisqu'il est aussi question aujourd'hui de rabattre les cartes, à savoir créer un équilibre des pouvoirs, notamment cet espace important, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui est quand même le deuxième plus grand rassemblement d'États au monde, pour qu'ils puissent aussi prendre part dans l'échiquier de cette reconstruction de ce nouveau système, comme j'ai expliqué au début, mais surtout qui permettrait, à bâton rompu, je dirais, mais loin de la naïveté absolue, mais pour me permettre, pourquoi pas, de mettre les compteurs à zéro, mais surtout de, encore une fois, s'attarder sur les sujets de divergence, que ce soit d'ailleurs dans le mouvement, puisque j'ai parlé de refondation et de peut-être reconstruction de son approche et revenir peut-être à sa genèse et peut-être aussi à ses fondamentaux qui ont permis l'émergence de ce mouvement à travers peut-être une convergence des luttes, une convergence des vues aussi, puisqu'il est question de s'accorder sur les visions, mais surtout sur les perspectives d'avenir commun qui soient d'ailleurs au sein même de ce groupe, mais au sein même du monde, puisque à l'ère du ultra-capitalisme, le monde est devenu un village. Donc, c'est beaucoup de sujets, effectivement, de mon point de vue, très importants qui devraient être inscrits d'abord en interne dans ce mouvement, à savoir aussi lutter contre les disparités, puisqu'il est là aussi les questions de cette inéquité face au développement durable de certains pays, puisqu'aujourd'hui, il y a même une disparité au sein même de ce mouvement, et d'ailleurs l'Algérie appelle de ses voeux, à travers le président de la République, pour permettre d'avoir un peu plus d'altruisme, de solidarité, d'entraide entre les pays qui ont amorcé cette trajectoire de développement et certains pays qui sont en voie de développement, qui sont en phase ou souhaiteraient effectivement amorcer. Donc il faudrait baliser ce chemin communément, collectivement, bien sûr versus les autres acteurs, puisque nous ne vivons pas à côté du monde, mais avec le monde. Donc ce mouvement gagnerait aussi, comme j'expliquais, à pourquoi pas aussi, je dirais, peser de tout son poids dans cette équation dans laquelle il tient compte aux certaines puissances qui ont un certain monopole sur le monde. Alors dans ces cas-là, si je comprends bien, M. Badisred Nissa, ce concept du non-alignement n'a jamais été autant d'actualité qu'il ne l'a été par le passé, n'est-ce pas, Gamal Abina? Tout à fait. Il faut noter, vous avez entendu mon prénom évidemment, Gamal, qui fait référence à Gamal Abdel Nasser. C'est important de rappeler que le non-alignement, c'était avant toute chose un mouvement de soutien à la décolonisation. Et d'ailleurs, en 1955 à Bandung, ils se mettent d'accord tous ceux qui sont, Nasser, Nehru et tous les grands leaders du tiers-monde, pour soutenir la lutte d'indépendance de l'Algérie. C'est fondateur parce que ça donne déjà une ligne de lecture qui dit que la plupart des pays colonisés doivent être non seulement libérés, mais en plus intégrer ce mouvement non-aligné, et c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, le monde a besoin de l'alignement pour deux raisons. D'abord, pour ne pas tomber dans la psychose nucléaire ou des guerres à tout va, puisqu'on l'a bien vu avec la présence américaine pendant 30 ans, c'était que ça. Et puis surtout, pour se dire que la singularité du Sud, c'est des pays qui sont en développement, qui certains sont déjà développés, comme l'Inde, par exemple, qui est assez développée pour le coup, l'Iran, qui est très développé. Donc ces pays-là sont des modèles pour d'autres pays, et surtout de ne pas tomber dans le piège du néocolonialisme. Ça a été défendu à l'époque par le président Wahid Boumediene, qui disait qu'on ne doit pas tomber dans le néocolonialisme économique et qu'il faut tout faire pour que ces pays aient accès à leur propre production de richesses industrielles, agricoles et autres. Et donc oui, le monde aujourd'hui s'est fracturé en deux, on le voit bien, c'est très évident. C'était accéléré avec cette crise en Ukraine, et surtout, on se rend bien compte que les non-alignés ne sont pas du tout alignés sur la position américaine. Ils nous disent
disent pas qu'ils sont pro-russes, ils disent qu'ils ne veulent pas être engagés dans ce conflit. Et ils le font très bien. Et cette question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les Naléniens vont peser d'un poids certain, à l'ONU c'est le cas, mais sur un plan géoéconomique, pour pouvoir faire pression sur les pays qui effectivement, ont plutôt des velléités guerrières, ou s'ils vont rester observateurs neutres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'ils resteront, sachant effectivement que ce conflit pourra peut-être perdurer, on ne le sait pas, sachant surtout que le pays hôte de la lignée est un pays qui faisait partie de l'ex-bloc de l'Est, il ne faut pas l'oublier. Donc les Naléniens se sont affaiblis pendant quelques années à cause de la chute de l'Union soviétique, et puis se sont raffermis depuis une dizaine d'années, maintenant surtout avec la crise ukrainienne, dans l'espoir peut-être de donner une voie nouvelle à ces pays qui, de toute façon, ne vont faire que se renforcer avec les années. C'est des pays en devenir, c'est des pays qui ont un poids de plus en plus prépondérant, qui ont un poids numérique considérable, il ne faut jamais le perdre de vue. Donc c'est des pays qui, demain, vont certainement donner le là. On se souvient évidemment de grands leaders qui ont été assassinés, mais on se rappelle aussi qu'aujourd'hui, il y a d'autres leaders qui ont pris la place et qui vont certainement faire entendre leur voix en espérant un monde plus équilibré. Oui, Badi Srebnissa, comment, selon vous, les pays des non-alignés peuvent se positionner ou prendre même parti, sans prendre parti plutôt, et parvenir dans tous les cas de figure à se frayer d'abord un chemin, une place, une voie au concert des nations, c'est-à-dire être pris en considération leurs revendications, leurs occupations, sans pour autant avoir à se positionner, comme je le disais au départ, et sans non plus être mis à l'écart. Non, comme j'expliquais un peu précédemment en substance, effectivement, aujourd'hui, le contexte de conjoncture fait qu'aujourd'hui, il devrait y avoir cette impulsion, il devrait y avoir cette nouvelle page qui doit s'écrire avec, bien évidemment, le monde, mais au sein même de ce mouvement qui devrait et qui gagnerait à avoir cette transformation, cette mutation, ce que j'ai appelé tout à l'heure cette adaptation aux mutations du monde et notamment géopolitiques, mais surtout le travail de fond doit commencer d'abord en interne, comme j'expliquais, par cette réunification, je dirais, des vues, cette réunification, cette convergence des luttes et des vues aussi, à travers un projet, pourquoi pas ambitieux, audacieux, puisqu'il est question aujourd'hui aussi d'accompagner les mutations du monde et d'accompagner aussi les transformations, à savoir parfois même la condescendance, parfois même l'hégémonie de certains pays occidentaux ou certaines puissances. Donc il est question de jouer avec les mêmes armes, de jouer avec les mêmes règles, mais surtout de jouer intelligemment avec une stratégie dans laquelle tous ces pays devraient encore une fois bannir ou peut-être lutter contre ce que j'explique tout à l'heure, cette injustice face au développement lui-même, puisqu'il gagnerait aussi à apporter une certaine valeur ajoutée à certains pays membres de ce mouvement et qui renforcerait, consoliderait à terme, in fine, ce mouvement qui, encore une fois, doit peser de tout son poids dans l'équation mondiale. Une équation, encore une fois, comme j'expliquais, qui se cherche aujourd'hui, qui se dessine, qui se réécrit. Pourquoi pas à ce mouvement de le faire avec certainement des pays leaders nés comme l'Algérie, qui impulsent une dynamique, qui font foi d'une certaine locomotive relativement parlant, et qui de mieux que l'Algérie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui a une certaine expérience. Moi, vous savez, je m'attarde sur le discours, encore une fois, qui a été tenu par le Premier ministre, le discours du président de la République. Il est historique, il est révélateur, il est orné de plusieurs touches d'espoir, mais surtout de pragmatisme, puisqu'il invoque tout d'abord l'expérience de l'Algérie, sa détermination et son ambition à créer un mouvement fort. Rappelons-le que l'Algérie est sur plusieurs fronts, à savoir le BRICS, l'intégration justement du mouvement au sein même de l'équation mondiale développement économique, elle est sur la CEDEAO, elle est sur la ZLEC, elle est sur la COMEFA, elle est sur l'Union européenne, plusieurs registres dans lesquels l'Algérie devrait effectivement être cette source d'inspiration, cette source d'expérience, puisqu'elle a démontré aussi qu'elle était aussi dans l'altruisme mesuré et raisonné, puisque, rappelons-le, pendant la crise du Covid, elle était l'initiatrice, je dirais, de ce fonds sanitaire. Donc, les enjeux sont grands, les dangers aussi, également. Les défis aujourd'hui et les challenges sont multiples, sont multidimensionnels, à savoir qu'aujourd'hui, il y a la santé, il y a le chapitre économique, le chapitre énergétique, le chapitre aussi alimentation, le chapitre sécuritaire et stabilité du monde, dans un monde titubant, dans un monde qui de jour en jour se construit sur des sables mouvants. Au mouvement de reconstruire tout cela sur des bases saines, sur un socle solide dans lequel il donne effectivement le tempo, il donne le cap. Et encore une fois, je
je crois profondément et je suis intimement convaincu que l'Algérie va jouer ce rôle-là à terme. Et puisque vous parlez d'Algérie, nous allons encore parler d'Algérie avec Gamal Abina. L'Algérie a appelé les États du mouvement des non-alignés à redoubler d'efforts en vue, je cite, de consacrer les principes fondateurs du mouvement. Comment, selon vous, Gamal, cela peut se faire, surtout que cela devient un impératif, comme je le disais tout à l'heure, sur fond de crise ukrainienne, et surtout, faut-il aller vers une coopération beaucoup plus sud-sud, parce qu'il y a beaucoup de pays qui, depuis donc, les années 50, ont connu un certain développement qui est assez louable. La principale puissance dont les pays du Sud bénéficient, en dehors de l'extraction minière et de tout un tas de produits, c'est l'extraction énergétique. C'est tout ce qu'on parle d'hydrocarbures, tout ce qui est énergie fossile. Cette puissance s'est révélée avec la crise ukrainienne, indépendamment des volontés des pays d'origine du Sud. Oui. Mais surtout, il faut se rappeler qu'en 1955, cette puissance n'existait pas. Que ce soit l'Égypte qui n'avait pas son canal de Suez puisqu'il le récupère en 1956, oui. Que ce soit les pays Algérie, nationalisation du pétrole en 1971, la Libye de même, la plupart des pays arabes et des pays du Sud n'ont pas la propriété de leur exploitation minière et pétrolière. Là, la chose est complètement changée. Tous ces pays possèdent ces réserves considérables de gaz et de pétrole. Ils ont donc un levier considérable face à l'Occident, mais surtout, et c'est le plus important, ils ont la possibilité de faire valoir à la fois cette puissance énergétique dont je viens de parler, la puissance industrielle, puisque la Chine, par exemple, ou l'Inde sont de grandes puissances industrielles et d'autres pays qui leur emboîtent le pas, et puis surtout l'influence en termes numériques. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont une quantité d'habitants considérable. Donc, à tout point de vue, ils ont des leviers pour se faire entendre. Aujourd'hui, par exemple, on a vu la valse un petit peu sur Alger des différents ministres et chefs de gouvernement qui sont venus pour demander aux Algériens de leur donner du pétrole et du gaz, d'augmenter leur production. Ils ont fait le même pour le Qatar, ils ont fait le même pour la plupart des pays du Sud, jusqu'à aller voir, et c'est quand même pas anodin, aller voir le Venezuela, qui était encore il y a un an banni des nations mondiales, occidentales. Donc aujourd'hui, ils font la danse du ventre même auprès de l'Iran, parce que le monde est énergie et que l'énergie se trouve dans le Sud pour l'essentiel. Donc c'est vrai que ce levier est un moyen considérable de pression, et pas seulement. Il y a aussi le rapport effectivement idéologique, parce que le Sud n'a pas trempé dans les grands crimes perpétrés par l'Occident, on le sait, et surtout le Sud a tout intérêt à travailler dans des relations sud-sud dont vous venez de parler. Il faut tout faire pour intensifier ces relations. Elles existent déjà. L'Union africaine, ça a évoqué les différents ASEAN et les différentes organisations comme ça qui existent déjà, mais qui vont intensifier leurs relations parce qu'ils se rendent bien compte que le Nord est en perte de vitesse et que le Sud peut, à lui seul aujourd'hui, être capable de répondre aux besoins des populations, de développement, de richesse et surtout de dignité humaine, ce que le Nord a depuis très longtemps abandonné. Oui. Badis Renissa, alors il est vrai qu'aujourd'hui c'est très bien de dire que les pays refusent de s'aligner avec l'un ou l'autre parti. Ça s'est fait déjà par le passé, mais l'histoire a démontré qu'au bout d'un moment, il fallait absolument que certains pays prennent position. On l'a vu avec l'Égypte, par exemple, lors de la guerre justement contre Israël. Elle a été fournie en armes par la Russie. Lorsqu'il y avait la guerre aussi contre le Vietnam, beaucoup de pays des non-alignés se sont positionnés contre les États-Unis. Alors, comment peut-on, si vous voulez, résoudre cette équation sans pour autant perdre ses intérêts dans tout cela, Badis ? Non, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est que le mouvement doit impérativement faire cette refondation, cette réforme accrue, notamment en interne, mais surtout aussi en matière de débat et de dialogue, de pédagogie, pour expliquer qu'effectivement, le mouvement est un partenaire fiable, est un partenaire viable aussi, puisqu'il est question aussi d'un mouvement qui regorge de plusieurs richesses sous plusieurs aspects, quand on connaît aujourd'hui que l'Occident vit une crise aiguë, une crise sans précédent, et d'ailleurs qui a des conséquences, je dirais, collatérales sur le monde. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on est tous, enfin je prends cette métaphore, on est tous sur la même barque et on gagnerait effectivement à amorcer ce débat respectueux, ce débat d'égal à égal, ce débat effectivement entre puissances dans lequel il y a cet équilibre, mais surtout cette équité, cette justice de développement, cette justice face effectivement aux enjeux, aussi aux défis et aux dangers auxquels tout le monde fait face aujourd'hui. Et par ailleurs, si vous me permettez aussi, oui. Il faut encore une fois avoir s'éloigner de ce espèce de prisme de condescendance peut-être hérité par une période néocolonialiste. Oui. Et surtout, encore une fois, je retiens le mot pédagogie, puisqu'il est question aussi peut-être de casser certaines incompréhensions, certains malentendus,
pour permettre effectivement, encore une fois, tout en gardant chacun son espace et son équilibre de pouvoir, permettre par l'addition de plusieurs facteurs et l'addition de plusieurs actions communes et collectives. Je rappelle que le mouvement, à travers le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais, a demandé à mettre dans l'agenda effectivement de l'ONU impérativement à terme cette question de développement durable pour que ces pays, en tout cas les moins favorisés, puissent être aussi au diapason ou au moins avoir la chance du développement pour tous. Donc oui, effectivement, le mouvement, je dirais, s'impose aujourd'hui, mais il gagnerait en tout cas à défendre son intégration pleine et entière dans l'équation, dans l'agenda de l'ONU, dans l'agenda de toutes les organisations internationales et notamment occidentales. Alors, juste une petite question, mais je demanderai aussi une toute petite réponse, Badis, avant de conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, pensez-vous que sommes-nous aujourd'hui dans un monde ou dans une conjoncture mondiale où, justement, le concept même de non-aligné n'a pas tout à fait sa place, ni même son importance? Ou est-ce que c'est le contraire? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait le contraire. C'est que non aligné, il faut expliquer, faire de la pédagogie, qu'effectivement, c'est un choix, c'est un concept. Et d'ailleurs, c'est un concept vertueux, puisqu'il permettrait aussi, justement, de s'éloigner de toute guerre, de tout conflit, et privilégier, encore une fois, la paix durable, surtout. Voilà, je vous remercie d'avoir été précis et concis. Alors, je vous remercie également, Gamal Abina, vous êtes expert en questions internationales, vous êtes également journaliste, vous étiez avec nous depuis Paris par Skype. Gamal, merci. Merci à vous également, Badis Ranissa, vous êtes présidente de Think Tank Émergence. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage de politique, mesdames et messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir prêté attention. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres thèmes de politique.